Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je me suis réveillée seule, dans ce lit froid qui n'avait pas été défait d'un côté. Un silence inhabituel régnait dans l'appartement, un vide étrange. C'est là que j'ai vu l'enveloppe posée sur l'oreiller, mon prénom griffonné à la hâte. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Les mots étaient secs, brutaux, comme une gifle. Je suis partie. J'en ai eu assez de toi. J'ai tout pris. La maison est vendue. Profite de ce qu'il te reste. J'ai relu ces phrases encore et encore, espérant y voir une erreur. Mais non. C'était sa dernière signature dans ma vie. Tout ce qu'on avait construit ensemble pendant plus de 10 ans avait disparu en une nuit. Il n'avait pas seulement claqué la porte, il l'avait arraché de ses gonds et m'avait laissé nu face au néant. Mon souffle s'est coupé, ma gorge s'est nouée, et j'ai senti mes jambes céder sous le poids de l'abandon. Il n'y avait ni explication, ni regret, juste un mépris glacé en guise d'adieu. J'étais seule. Abandonnée sans ménagement par celui qui m'appelait mon amour quelques semaines plus tôt. Mon monde venait de basculer, et je n'avais même plus un sol solide sous mes pieds. Ce que je n'avais pas compris tout de suite, c'est que cela faisait des mois qu'il préparait sa fuite. En silence, il avait transféré l'argent de nos comptes communs sur des comptes à son nom. Il avait vendu notre maison familiale sans me le dire, profitant du fait que je lui faisais confiance pour gérer nos papiers. Il m'avait tenu à l'écart, me laissant croire que tout allait bien, pendant qu'il détruisait chaque pilier de ma sécurité. En l'espace de quelques jours, je n'avais plus rien. Pas de toit, pas de compte, pas de recours. Même mon nom ne figurait plus sur le bail. Je me sentais trahie, mais surtout humiliée. Comment avais-je pu être aussi naïve? J'avais tout donné, tout supporté, pour finir comme un objet usé qu'on jette sans remords. Je n'avais pas seulement perdu un mari, j'avais perdu ma dignité, ma stabilité, ma place dans le monde. Il m'avait arraché mon présent et mon avenir avec une cruauté méthodique. Ce n'était pas une séparation. C'était une exécution à huis clos. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas eu le courage de me le dire en face. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une insulte lancée avec un sourire moqueur. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il me restait? Un vieux manteau, quelques vêtements froissés et un cœur brisé? J'ai regardé autour de moi. Le salon était vide, les meubles avaient disparu. Il avait même emporté les rideaux, la cafetière, les photos encadrées. Tout ce qui faisait de cet endroit un foyer avait été effacé. Il ne restait que moi, au milieu des murs nus, les mains vides et le regard noyé. Je me suis assise à même le sol, incapable de pleurer. Il avait même pris le temps de m'effacer avant de partir. Pas un mot sur ce que j'avais fait pour lui, sur les années de sacrifice. Rien. Juste ce ton sec, ce mépris déguisé en message d'adieu. Cette phrase me suivait comme une malédiction, profite de ce qu'il te reste. Et moi, je ne voyais rien. Je croyais que je n'étais plus rien. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que même brisée, une femme peut se relever. Il avait tout pris, sauf ma force. Je l'ai appris quelques jours plus tard, par un message anonyme envoyé sur les réseaux. Une photo les montrait main dans la main, souriant comme deux adolescents en vacances. Elle travaillait avec lui depuis 1 an, et selon certaines personnes, leur liaison ne datait pas d'hier. J'avais eu des soupçons, mais chaque fois que je lui posais une question, il m'accusait d'être paranoïaque. Il rentrait tard, prétextait des réunions ou des dîners professionnels, pendant que moi je préparais le repas seul, l'attendant avec espoir. Je croyais encore en nous, malgré les silences, les regards fuyants. Et lui, pendant ce temps, construisait déjà sa nouvelle vie. Ce fut un coup de poignard supplémentaire. Il ne m'avait pas seulement abandonné matériellement, il m'avait aussi trahi dans ce qu'il y avait de plus intime. Il m'avait remplacé sans hésitation, comme on change de téléphone. Je pensais être indispensable, mais j'avais été effacée sans un remords. Elle était plus jeune, plus disponible, sans enfant, sans histoire. Il avait choisi la facilité, pendant que moi je portais les cicatrices de nos années de lutte.
J'étais devenue invisible à ses yeux, un poids qu'il s'était enfin libéré de porter. Cette vérité me brûlait la peau. Mais je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Il me disait que la période était difficile, qu'il fallait se serrer la ceinture. Je croyais ces mots, et je faisais attention à tout, j'achetais les produits en promotion, je réduisais les portions, je reportais mes soins médicaux. Il avait même exigé que je quitte mon emploi pour économiser la nounou, et depuis, je gérais seule la maison, sans revenu propre. Je me prêtais au jeu, croyant protéger notre avenir. Il disait que son entreprise traversait une crise, qu'il n'y avait plus de primes, plus de rentrées. Et moi, je vivais dans le manque, pendant que sa maîtresse portait des sacs de luxe. Je me souviens encore de ce jour où je n'ai pas pu acheter mes médicaments pour l'hypertension. Je suis rentrée à pied, les jambes lourdes, la tête pleine de vertige. Et pourtant, je me sentais coupable, comme si c'était moi le problème. Il avait réussi à me faire croire que je vivais au-dessus de nos moyens, que mes besoins étaient exagérés. Je me privais de tout, je m'effaçais chaque jour un peu plus pour qu'il ne manque de rien. Et dans mon silence, il trouvait la liberté de me trahir, de me voler, de me mépriser. J'étais devenue l'ombre de moi-même sans même m'en rendre compte. Je n'avais jamais signé de contrat, jamais exigé de preuves d'équité. Je faisais confiance, tout simplement. Quand on aime, on ne pense pas à se protéger. Il disait que tout était pour la famille, que le nom n'avait pas d'importance. Alors j'ai tout accepté, les papiers à son nom, les décisions prises sans moi, les signatures que je ne voyais jamais. Et maintenant que tout s'était effondré, je découvrais que légalement, je n'existais pas. Pas de recours, pas de dossier, pas de traces. C'était comme si je n'avais jamais vécu ici. Les voitures ? Parties. Le compte commun ? Vidé. L'épargne ? Dissoute. Même les factures du foyer étaient laissées à mon nom. Il s'était arrangé pour disparaître en me laissant toutes les dettes et aucun droit. Je n'étais plus qu'une locataire illégale dans ma propre vie. Les autorités ne pouvaient rien faire, les avocats me conseillaient de tourner la page. Mais tourner la page de quoi ? D'un cauchemar qui m'avait volé tout ce que j'étais ? Non. Je n'allais pas baisser les bras. J'allais souffrir, tomber, mais je finirais par me relever. Parce qu'il ne me restait qu'une seule chose, ma volonté. La veille, je pensais encore que nous traversions simplement une mauvaise passe. Le lendemain, j'étais sur le trottoir, devant ce qui avait été mon foyer pendant 15 ans. Il avait changé la serrure. Quand j'ai tenté d'entrer, un voisin m'a dit qu'un serrurier était passé tôt le matin. Je n'avais même pas mes papiers, seulement quelques vêtements et un vieux sac plastique avec mon portefeuille vide. Je me suis assise sur le bord du trottoir, sous la pluie fine, incapable de réaliser ce qui m'arrivait. Personne ne m'a tendu la main. J'étais invisible. Une inconnue parmi les passants. Chaque coup de vent me glaçait un peu plus. Mon téléphone n'avait presque plus de batterie. J'ai appelé une amie, en pleurant, mais elle n'a pas décroché. Il ne me restait qu'un nom en tête, Madame Jacqueline, une voisine âgée qui m'avait toujours traité avec gentillesse. J'ai frappé à sa porte, trempée, les yeux gonflés. Elle m'a laissé entrer sans poser de questions. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un vieux canapé, recroquevillé, le cœur en miettes. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un abandon total, brutal, définitif. Et pourtant, je respirais encore. Je n'avais plus de famille. Mes parents étaient partis depuis des années, et mes frères vivaient à l'étranger, sans aucun contact. Jacqueline m'a accueillie, mais elle n'avait qu'un petit studio, déjà trop rempli pour deux. Pendant 2 semaines, j'ai dormi dans le salon, entre les cartons et les livres empilés. Je me réveillais avant elle pour ne pas déranger, je faisais la vaisselle, j'essayais de me rendre utile. Mais au fond, je me sentais comme un poids de trop. J'avais perdu tout repère. Même me regarder dans le miroir me faisait peur. Chaque jour, je sortais marcher pour chercher du travail, sans savoir par où commencer. Mon CV était vide depuis qu'il m'avait convaincu de tout arrêter pour m'occuper de la maison.
Les recruteurs me regardaient avec pitié ou indifférence. Je sentais mon corps s'affaiblir, mon esprit s'assombrir. J'avais envie de crier, de hurler ma douleur, mais je gardais tout en moi. Le soir, je retournais chez Jacqueline, souriante, comme si de rien n'était. Je ne voulais pas qu'elle voie l'étendue de ma détresse. J'avais honte. Honte d'avoir tout perdu, à cause d'un homme que j'aimais. Avec les quelques pièces qu'il me restait, j'achetais du pain rassis à la boulangerie, en suppliant qu'on me fasse crédit. Je ne mangeais qu'un petit morceau le matin, et je gardais le reste pour le soir. Je faisais chauffer de l'eau dans une vieille casserole, la versant dans une tasse pour me donner l'illusion d'un repas chaud. Mon estomac criait, mais je l'ignorais. Ce n'était rien comparé au vide dans ma poitrine. La douleur de la trahison me tenait éveillée la nuit. Je revivais chaque détail, chaque mensonge. Et je me demandais, comment ai-je pu en arriver là? Je n'avais jamais connu une telle misère. Pas même dans mon enfance. Je me sentais humiliée, rabaissée, inutile. Chaque bouchée de pain sec me rappelait que je n'étais plus rien. Je regardais les gens dans la rue avec envie, ceux qui rentraient chez eux, ceux qui riaient, ceux qui portaient des sacs pleins. Moi, je n'avais même plus un foyer. Pourtant, malgré tout, quelque chose en moi refusait de mourir. Une étincelle infime. Une voix qui me disait que je ne pouvais pas finir comme ça. Je ne savais pas encore comment, mais un jour, je me relèverais. J'ai tenté de l'appeler des dizaines de fois. J'avais besoin de comprendre, de lui parler, de lui demander pourquoi. Mais il m'a bloqué sur tout, téléphone, réseaux sociaux, email. Même nos amis communs m'ont dit qu'il leur avait interdit de me donner de ses nouvelles. Pour lui, j'étais devenue une erreur, un poids qu'il avait enfin réussi à faire disparaître. Il disait à qui voulait l'entendre que j'étais instable, que je l'empêchais d'avancer, que je vivais dans le passé. Il retournait toute la situation, effaçant ses fautes pour m'en accuser. J'ai entendu ces mots, un jour, par hasard, dans la bouche d'un ancien collègue. Elle l'étouffait, tu comprends? Il a enfin trouvé la liberté. Ces phrases m'ont détruite. Moi qui l'avais soutenu quand il n'avait rien, moi qui avais sacrifié mes projets pour les siens. J'étais devenue la folle, la possessive, la femme à oublier. Il salissait mon nom pendant que je survivais. Chaque mensonge qu'il racontait rendait ma chute plus douloureuse. Mais même à terre, je savais une chose, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Un jour, il aurait à me regarder dans les yeux. Je marchais depuis des heures, distribuant des CV dans des boutiques, des cafés, n'importe où. Le froid me brûlait les joues, mes chaussures étaient trempées. Et puis, en passant devant une vitrine de pharmacie, j'ai levé les yeux. J'ai vu une femme aux cheveux emmêlés, au regard vide, au visage creusé. Je suis restée figée. C'était moi. J'ai reculé d'un pas, choquée par mon propre reflet. Ce n'était pas la femme forte, joyeuse et pleine de vie que j'avais été. C'était une inconnue brisée. J'ai senti une larme rouler sur ma joue, silencieuse. Pas de sanglots, pas de cris. Juste une douleur froide, profonde. J'étais tombée si bas que même moi je ne me reconnaissais plus. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est réveillé. Un murmure intérieur, presque imperceptible, qui disait « Tu ne peux pas rester comme ça ». Ce n'était pas un plan, ni une force soudaine. C'était une prise de conscience lente, douloureuse, mais vitale. Il m'avait volé tout ce que j'avais, sauf ma capacité à renaître. Je suis rentrée chez Jacqueline, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit 2 colonnes, ce que j'avais perdu, et ce qu'il me restait. La première était longue, accablante, maison, argent, dignité, confiance. La seconde n'avait qu'un mot, moi. Et pourtant, ce petit mot valait plus que tout. J'étais encore en vie. Brisée, oui, mais debout. Et tant que je pouvais respirer, je pouvais avancer. J'ai décidé que ce jour-là serait le premier d'une autre vie. Je n'avais pas de plan magique, pas de solution miracle. Mais j'avais cette rage muette, cette colère froide qui donne du courage.
J'ai commencé à chercher du travail avec plus d'insistance, à frapper à toutes les portes, même celles que je n'aurais jamais osé approcher avant. J'ai accepté que ce serait dur, humiliant parfois. Mais je ne voulais plus survivre. Je voulais vivre. Je voulais me reconstruire avec mes mains, avec ma sueur, avec mes cicatrices. Et personne, plus jamais personne, ne m'écraserait sans que je me relève. C'était un petit hôtel familial en périphérie. J'ai vu l'annonce sur un vieux panneau en bois, écrit à la main. Je suis entrée, la tête baissée, et j'ai demandé s'il cherchait toujours quelqu'un. Le gérant m'a regardé, hésitant, puis il m'a demandé si je savais nettoyer. J'ai dit oui, même si mes mains tremblaient. Le lendemain, j'étais là à 6 heures, avec un seau, des gants et cette peur d'échouer. Je nettoyais les toilettes, les chambres, les couloirs, en silence. Et chaque trace que j'effaçais sur les murs, j'avais l'impression d'en effacer aussi un peu sur mon cœur. Au début, c'était dur. Mon dos me faisait souffrir, mes pieds saignaient, et mon estomac criait. Mais je ne me suis jamais plainte. J'étais reconnaissante d'avoir enfin un endroit où me rendre chaque matin. C'était peu payé, presque rien, mais c'était à moi. J'avais une routine, un réveil, une fonction. Et dans les regards discrets des clients, je retrouvais peu à peu un fragment de mon humanité. J'avais été humiliée, trahie, jetée, mais là, entre 2 étages, je commençais à recoller les morceaux. J'étais encore loin de la lumière, mais je n'étais plus dans l'obscurité totale. Même les jours de pluie glaciale, même les matins de fièvre, j'étais là. Je me levais avant le soleil, je mettais mes chaussures trouées et je marchais jusqu'à l'arrêt de bus. À l'hôtel, personne ne me félicitait, mais on remarquait que les draps étaient toujours impeccables, que les clients souriaient en quittant leur chambre. Je rentrais le soir éreintée, mais fière. Je n'avais rien, mais j'étais digne. Mon corps portait les marques de l'effort, mais mon regard se redressait. Je redevenais femme, pas seulement victime. J'évitais les miroirs, mais je sentais que quelque chose changeait en moi. La souffrance ne m'écrasait plus, elle me renforçait. Chaque jour de travail était une victoire silencieuse contre ce qu'il avait voulu que je devienne, une ombre. Je n'étais plus la femme abandonnée, j'étais la femme qui se battait. Les autres femmes de ménage ont fini par m'inviter à déjeuner avec elles, partageant leurs histoires, leurs douleurs. On riait parfois. De vrais rires. Et ces petits moments m'ont redonné goût à l'idée d'un avenir. Un avenir que je construirais seule, à la force de mes bras. Ils venaient souvent pour affaires, toujours avec le même costume bien taillé et un carnet à la main. Il me saluait poliment, sans condescendance, et un jour, il m'a observé longuement alors que je faisais briller les vitres. Il m'a dit, « Vous travaillez avec rigueur. Vous cherchez autre chose ?» J'ai hésité, la voix tremblante, puis j'ai dit oui. 2 semaines plus tard, je commençais dans sa boutique d'objets artisanaux comme assistante. Il m'a appris à faire les commandes, à accueillir les clients, à tenir les comptes. C'était nouveau, intimidant, mais j'apprenais vite. Lui ne posait pas de questions sur mon passé, et je ne disais rien. Il ne me regardait pas avec pitié, seulement avec exigence. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie utile, respectée. Il me disait parfois que j'étais la meilleure chose arrivée à son commerce depuis des années. J'en rougissais, mais intérieurement, ces mots guérissaient des plaies profondes. J'avais encore des nuits sans sommeil, encore des cicatrices invisibles, mais j'étais en mouvement. J'avais sauté d'un abîme, et au lieu de m'écraser, j'avais trouvé un sol solide pour repartir. Au début, je faisais des erreurs. Je confondais des factures, je paniquais devant les chiffres. Mais chaque soir, je rentrais chez moi et je relisais les manuels, je cherchais des vidéos, je posais des questions. Je voulais prouver, à lui et à moi-même, que j'étais capable. En quelques mois, j'ai commencé à gérer les commandes seule, à négocier avec les fournisseurs, à faire la caisse. Mon patron me faisait de plus en plus confiance. Il m'a laissé organiser une exposition. Et pour la première fois, je me suis tenue debout devant un public sans baisser les yeux. Ce jour-là,
j'ai senti que je reprenais ma place dans le monde. Les gens m'écoutaient, prenaient des notes, me regardaient avec respect. J'étais redevenue une femme qui compte, pas une silhouette dans l'ombre. J'avais franchi un mur invisible que je croyais infranchissable. Mon ex ne savait rien de ce nouveau chapitre. Je ne voulais pas qu'il sache. Pas encore. Il m'avait laissé comme une moins que rien. J'allais lui montrer qu'il s'était trompé. Mais je voulais que ce soit par mes actes, pas par vengeance. J'étais en train de renaître, et cette fois, personne ne pourrait m'arrêter. Il ne m'avait pas cherché, pas une seule fois. Pour lui, j'étais effacée. Rayée de sa vie comme un vieux brouillon. Il continuait à vivre avec sa nouvelle compagne, postant des photos de voyage, de dîner, de rire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il s'amusait, je construisais. Je bâtissais une version de moi qu'il n'avait jamais voulu voir. Plus forte, plus déterminée, plus libre. Chaque jour sans lui était une victoire. Je reprenais le contrôle, centimètre par centimètre, sans bruit, sans cri. Je ne parlais pas de lui à mes collègues. Il était devenu un fantôme, un souvenir amer que je ne nourrissais plus. Mais dans le secret de mes pensées, je me souvenais de chaque humiliation. Pas pour souffrir. Pour me rappeler d'où je venais. Mon élan venait de là, de cette douleur que j'avais transformée en carburant. Je ne courais plus après l'amour. Je courais après ma liberté. Et dans ce silence, dans cette discrétion, je devenais chaque jour un peu plus invincible. Tout est parti d'une idée simple. Je connaissais le secteur, les besoins, les failles. J'ai économisé chaque centime pendant 2 ans. Pas de restaurant, pas de vêtements neufs, pas de vacances. Juste un rêve, nourri en secret. Quand j'ai eu assez, j'ai loué un petit local et j'ai acheté mon premier stock de produits. J'ai fait mes cartes, mon site, j'ai appelé mes premiers clients avec la voix tremblante. Et puis, les premières réservations sont arrivées. Mon cœur battait si fort que j'en ai pleuré seule dans la salle de bain. Je travaillais jour et nuit. Je nettoyais moi-même, je répondais aux appels, je faisais la comptabilité. C'était exténuant, mais grisant. Je n'étais plus employée, j'étais chef d'entreprise. Moi, la femme que tout le monde croyait finie. Mon nom apparaissait sur les factures, sur les contrats, sur les avis positifs en ligne. Des hôtels me recommandaient à d'autres. J'avais bâti un empire modeste mais solide, avec mes mains, avec ma sueur. Et surtout, sans l'aide de personne. Il m'avait laissé à terre, moi, j'avais construit un avenir. Je ne voulais pas seulement réussir, je voulais tendre la main. À chaque fois que je rencontrais une femme brisée, perdue, comme je l'avais été, je lui proposais un poste. Je ne posais pas de questions sur le passé, seulement sur la volonté. Petit à petit, mon équipe s'est agrandie. Nous étions des femmes invisibles devenues indispensables. Dans mon entreprise, il n'y avait pas de mépris, pas d'abus, seulement du respect et du travail. Elles me remerciaient, mais c'est moi qui leur devais tout, elles étaient la preuve vivante que la solidarité sauve. Certaines arrivaient avec leurs enfants, sans papier, sans espoir. Je les formais, je les soutenais, et je voyais la lumière revenir dans leurs regards. Notre entreprise était différente, on y travaillait avec le cœur. Les hôtels nous félicitaient pour notre sérieux, mais surtout pour notre humanité. On devenait une référence. Et moi, chaque soir, je rentrais chez moi avec la certitude d'avoir transformé ma douleur en force. Ce que mon ex avait détruit, j'en avais fait une mission. Il m'avait laissée pour morte, et maintenant, j'étais source de vie pour d'autres. Je sortais d'un rendez-vous professionnel, bien habillée, pressée. Et là, au coin d'une rue, je l'ai vu. Il avait les cheveux en bataille, des cernes profondes, le regard perdu. Il portait un vieux manteau et parlait au téléphone avec nervosité. Je me suis arrêtée sans réfléchir. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde, et il a détourné les yeux. Comme s'il avait honte. Comme s'il avait compris. Moi, je suis restée droite,
silencieuse, figée dans ce moment étrange où le passé vient frapper à la porte du présent. Il n'a pas osé m'adresser un mot. Et moi, je n'ai pas eu besoin d'en dire un. Tout était là, dans le contraste entre nous. Lui, effacé. Moi, reconstruite. Il avait l'air perdu, vide, fatigué. Je n'ai pas ressenti de haine. Juste une immense distance. Il ne m'impressionnait plus. Ce n'était plus l'homme qui m'avait brisé. C'était un inconnu qui avait gâché sa vie, pendant que moi, j'avais sauvé la mienne. Ce croisement était un point final. Et aussi, sans le savoir, le début de sa chute. Quelques semaines plus tard, une ancienne connaissance m'a parlé de lui. Il vivait seul, dans un petit appartement loué, après que sa compagne l'a abandonné. Elle était partie avec ses économies, ses meubles et même sa voiture. Ironique, non. Lui qui m'avait laissé sans rien, se retrouvait à son tour dépouillé. Et comme un malheur ne vient jamais seul, son entreprise l'avait mis en congé forcé. Une restructuration, des plaintes internes, des erreurs de gestion. Il était sur la sellette, sur le point d'être licencié. J'ai écouté ces nouvelles sans jubilation, mais avec une étrange sérénité. Ce n'était pas une vengeance. C'était la conséquence naturelle de ses choix. Il avait cru que la jeunesse, l'argent et la trahison suffisaient à construire une vie. Mais tout ce qu'il avait bâti sur le mensonge s'écroulait. Moi, j'étais debout, entouré de respect et d'amour. Lui, il payait le prix de son mépris. Il n'avait jamais cru que je pouvais m'en sortir. Il avait parié sur ma faiblesse. Il avait oublié que certaines femmes, quand elles tombent, se relèvent plus fortes que jamais. Il est venu un matin, nerveux, la bouche sèche, le regard fuyant. Il savait où j'étais. Il avait sans doute entendu parler de mon entreprise. Il m'a attendu devant la boutique, et quand je suis sortie, il s'est approché lentement. Il m'a dit qu'il traversait une période difficile, que la vie était injuste. Puis il a osé me demander de l'aide. Pas un pardon, pas un mot sur ce qu'il m'avait fait. Juste une demande, comme si rien ne s'était passé. J'ai souri. Pas par pitié. Par lucidité. Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue chez moi. Et j'ai dit calmement, « Je suis désolé, je n'ai plus rien à vous offrir. » Il a pâli, surpris par mon ton, par mon calme. Il s'attendait à des reproches, à de la colère. Mais je n'avais plus besoin de ça. Il ne méritait même pas mon ressentiment. Il était simplement devenu un chapitre clos, un nom sans écho. Et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était vraiment, petit, perdu, sans pouvoir sur moi. Il est resté figé, les lèvres entr'ouvertes, incapable de prononcer un mot. Ses yeux se sont posés sur moi comme s'il me découvrait pour la première fois. Il n'y avait plus de traces de la femme brisée qu'il avait laissée. Il voyait une femme debout, digne, entourée de respect, épanouie. Et soudain, dans son regard, il y avait de la peur. Pas la peur de moi. La peur de lui-même, de ses choix, de sa solitude. Il comprenait enfin l'ampleur de sa perte. Ce que j'avais tenté de lui offrir pendant des années, il n'en avait jamais voulu. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, il le réclamait. Mais c'était trop tard. Les fleurs fanées ne refleurissent pas. Je n'étais plus à vendre, ni à mendier. Il avait eu sa chance, il l'avait piétinée. Je suis partie sans me retourner. Et chaque pas que je faisais loin de lui était un pas vers la paix. Ce jour-là, il n'a pas seulement perdu mon aide. Il a perdu le droit d'exister dans ma vie. Je l'ai appris par hasard, en consultant un site d'enchères judiciaires. La maison de notre passé, celle qu'il avait vendue sans mon consentement, était à nouveau disponible. Elle avait perdu de sa valeur, laissée à l'abandon. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai rassemblé mes économies, déposé mon dossier, et remporté l'enchère. La sensation d'entrer à nouveau dans cette maison, cette fois comme propriétaire légitime, a été indescriptible. Chaque pièce respirait encore les souvenirs, mais je n'y voyais plus de douleur. Je ne voulais pas effacer le passé.
Je voulais le transformer. J'ai repeint les murs, changé les meubles, arraché les rideaux qu'elle avait choisis. J'ai ouvert les fenêtres en grand, comme pour chasser les fantômes. Cette maison n'était plus le symbole de ma chute, mais de ma renaissance. Et sur la porte d'entrée, j'ai fait graver une petite plaque, « Ici vit une femme libre ». Car c'est ce que j'étais devenue. Libre de lui, libre du passé, libre de moi-même. Et personne ne pourrait jamais me reprendre cette victoire. Chaque coin de cette maison portait une cicatrice de mon ancienne vie. Là, une trace sur le mur de nos disputes silencieuses. Là-bas, une pièce vide où j'avais pleuré sans bruit. Mais je n'ai rien effacé. Je les ai repeintes, réparées, réinventées. Chaque clou, chaque pinceau était un acte de reconstruction. Je n'avais pas besoin d'ouvriers. Je voulais sentir la sueur couler sur mon front, les ampoules dans mes mains, la fatigue dans mon dos. Je bâtissais mon refuge, mon espace, mon triomphe personnel. Une fois terminé, j'ai accroché cette plaque discrète près de la porte. Ici vit une survivante. Ce n'était pas pour les visiteurs. C'était pour moi. Pour que chaque fois que je rentre chez moi, je me souvienne de la force qu'il m'a fallu pour en arriver là. Ce lieu n'était plus synonyme d'humiliation, mais de victoire. Mes meubles, mes couleurs, ma paix. La maison était la même, mais moi, j'étais une autre. Et cette autre femme, je l'aimais enfin, profondément, sincèrement. Une journaliste locale cherchait des femmes inspirantes pour un dossier spécial. Une amie lui a parlé de moi. Elle m'a contactée, d'abord par curiosité, puis par respect. Elle voulait comprendre comment une femme sans ressources avait pu se relever ainsi. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai raconté tout, sans maquiller la douleur. Elle m'a écoutée, bouleversée, et m'a dit que cette histoire devait être lue. Quelques semaines plus tard, mon visage était en couverture du supplément du dimanche. Le titre disait simplement « Elle s'est relevée seule ». Et les retours ont été immédiats. Des femmes m'écrivaient pour me remercier, pour partager leurs propres souffrances, pour dire qu'elles retrouvaient espoir. Des hommes aussi, parfois, qui regrettaient leurs erreurs. Je n'étais plus seulement une femme trahie. J'étais devenue un symbole de résilience. Et tout cela, sans vengeance, sans haine. Juste avec courage. Et ça, aucun article, aucun trophée, ne pourra jamais l'exprimer pleinement. Quand il m'a laissé, j'ai cru mourir. J'ai cru que tout s'arrêtait là, que plus rien ne valait la peine. Mais cette douleur m'a arraché à mon ancienne vie, à mes illusions, à ma dépendance. Elle m'a déchiré, oui. Mais elle m'a aussi réveillée. J'ai appris à respirer sans lui. À marcher seule. À croire en moi, non parce qu'on me le disait, mais parce que je l'avais prouvé. Chaque chute m'a poussée plus haut, chaque larme m'a rendue plus forte. Je ne remercierai jamais la trahison. Mais je peux remercier ce qu'elle a révélé en moi. J'ai compris que parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Que l'abandon peut devenir le point de départ d'une liberté insoupçonnée. J'ai appris à m'aimer sans condition, à me reconstruire sans modèle, à me choisir sans peur. Et aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne ressens plus de peine. Juste de la fierté. Car ce que j'ai bâti, aucune tempête ne pourra plus jamais l'emporter. Ces mots, je les ai gardés gravés dans ma mémoire, profite de ce qu'il te reste. Il croyait m'avoir laissée détruite, vidée, sans rien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que parfois, quand on perd tout, on gagne l'essentiel. Ce qu'il me reste, c'est une entreprise florissante, un foyer rempli de paix, des femmes fortes à mes côtés, et surtout, moi-même. Ce qu'il me reste, c'est une dignité qu'il n'a jamais pu m'enlever. Une force née dans la douleur, mais construite sur la vérité. Et cette vérité, c'est que je n'avais jamais eu besoin de lui pour exister. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on croyait incapable de survivre. Mais moi, je n'ai pas survécu. J'ai vécu. Intensément, librement, profondément. Je me suis reconstruite avec mes larmes, avec mes mains, avec mon courage. Et aujourd'hui,
Chaque matin, je me lève en sachant que je ne dois rien à personne. Je suis le fruit de mes choix, de mes luttes, de mes cicatrices. Il a voulu me jeter dans le vide. Moi, j'y ai appris à voler. Et ça, c'est le plus beau des triomphes.